Alors, bienvenue à tous, c'est le cas de le dire. Oui, Voilà. Donc, juste pour confirmer, hein, ceci est le cours qui s'intitule Philosophie, esprit critique. Donc, si jamais il y a des... Non, tout le monde est bon, ok. Donc, c'est un cours que nous donnons en tandem. Donc, moi, je suis Florian Kovač, professeur de philosophie ici à l'Université de Genève. Alors, je connais un peu la philo des sciences, mais j'avoue que la philo d'esprit critique, c'est pas vraiment ma spécialité. Donc, en fait, la personne dont c'est la spécialité, c'est Céline Schopfer, ici. Donc, je te laisse te présenter. enchantée. Alors, je suis Céline Schopfer, je suis la doctorante de Florian Kovač. Je suis en troisième année de thèse. Et navré, ceci n'est pas ma voix naturelle. J'ai attrapé un rhume. Je vais faire de mon mieux pour qu'on nous entende jusqu'au fond de la salle. Voilà. Donc, le thème du cours, c'est la notion d'esprit critique. Donc, l'objectif du cours, qui va correspondre au plan du cours, c'est déjà d'essayer de cerner un peu ce qu'est l'esprit critique, de dire quelles ont été, je parle là pour ça, Oui, je sais, c'est de juste. dire quelles ont été les différents, voir quelles sont les différentes conceptualisations, les différentes façons dont l'esprit critique est défini, en particulier en philosophie, mais pas seulement, parce qu'il y a d'autres disciplines, on va voir, qui s'intéressent à l'esprit critique. Il n'y a pas juste la philosophie, même si c'est forcément nous les meilleurs. Donc, la façon dont le cours va procéder, c'est que dans les deux premières séances, c'est surtout Céline qui va présenter l'état de l'art, en fait, sur la recherche en philosophie, sur la notion d'esprit critique, parce que c'est une notion, vous allez voir, qui en fait est assez récente, qui a un peu plus d'un siècle, à tout casser. Donc, bien sûr, ce qui est indiqué par esprit critique, c'est quelque chose sur lequel les philosophes réfléchissent depuis longtemps. On n'a pas attendu les années 1900 pour décider de faire preuve d'esprit critique. Mais le terme est assez récent, donc on va essayer dans un premier temps de montrer comment le terme est apparu, quelles étaient les différentes façons dont il a été défini, conceptualisé, en fait l'histoire de ce terme. Ensuite, ce que Céline va souligner, c'est clairement qu'il y a beaucoup de variations dans la façon dont l'esprit critique est défini, et qu'en général, l'esprit critique peut être défini à partir de différents concepts philosophiques. Par exemple, il y en a qui vont dire que l'esprit critique, c'est le scepticisme. L'esprit critique, c'est utiliser la méthode scientifique dans la vie de tous les jours. L'esprit critique, c'est penser par soi-même. Et en fait, tout ça est fort beau et fort bien, mais en fait, à chaque fois, ça ramène un autre terme dont on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est la méthode scientifique? C'est pas super clair. Qu'est-ce que c'est le scepticisme? Il y a tellement de définitions différentes du scepticisme qu'en fait, il y a beaucoup de choses différentes qui ont été appelées scepticisme. Et qu'est-ce que ça veut dire penser par soi-même? Ben là, on verra aussi qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de façons d'interpréter cette expression. Et donc, le but, c'est de d'abord commencer par explorer la notion d'esprit critique, puis ensuite explorer les notions connexes, donc le scepticisme, la méthode scientifique, les biais, qu'est-ce que c'est un biais cognitif, qu'est-ce que c'est un argument fallacieux, etc., pour essayer de cerner un peu plus quelle est la nature de l'esprit critique et vous introduire aux débats qui ont lieu au sujet de l'esprit critique et au sujet des notions autour de l'esprit critique. Ça va, 100%. on est d'accord. On est d'accord. OK. Donc voilà, ça c'est le thème. Donc si ça vous intéresse, vous êtes bienvenus pour rester. Alors, je vais quand même parler des choses importantes pour les étudiants qui sont la validation du cours. Donc, les choses que vous avez à faire pendant le cours? C'est-à-dire que chaque semaine, vous aurez un article à lire pour la semaine d'après. Donc, ça s'adresse aux étudiants, mais les articles sont disponibles pour tout le monde. Et par contre, ce qu'on demande aux étudiants, c'est de lire l'article déjà, et ensuite de nous envoyer au plus tard le lundi soir, une ou deux questions, ou remarques, ou objections au sujet de l'article que vous avez lu. Comme ça, nous les intégrons dans le cours, en fait. On voit les points que vous n'avez pas compris et sur lesquels vous avez des questions, ou si vous avez des objections, des difficultés, des choses que on les discutera aussi pendant le cours. Donc c'est important. Donc c'est pas un travail énorme. On ne vous demande pas d'envoyer une page écrite chaque semaine, mais juste d'écrire quelques lignes sur les points sur les points de l'article à lire qui vous a interrogé, en fait, de façon à ce qu'on garde un dialogue à distance comme ça. Est-ce que c'est assez clair, ça? Donc toutes les slides sont sur Moodle, hein, donc les adresses aussi. Et pour la validation finale du cours, selon le plan le plan de validation, enfin le plan d'étude, ça se fait sous la forme d'un mémoire écrit et d'une défense orale de ce mémoire. La taille du mémoire varie selon le nombre de crédits que vous validez. Donc là, on ne va pas perdre beaucoup de temps à ça, mais si vous allez sur Moodle, Céline a fourni une description très détaillée de ce qui est attendu pour le mémoire, et des consignes à la fois pour le mémoire et pour la défense orale. Donc vous avez des détails très précis sur la taille du mémoire, le format du mémoire, le plan que ça doit avoir, etc., et ce qui est attendu. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui? Vous avez dit les articles seront disponibles pour tout le monde. Sur Moodle, ouais. Oui, justement, pour le public Vous externe. n'avez pas accès... Non, pas. Si, on a un Moodle.
Il y a une feuille que je peux signer Oui. qui est un support numérique pour personnes non inscrites. Oui, je crois. Voilà, donc faisons ça. Étudiant, Unige, auditeur libre, voilà, hors Unige, ça doit produire. Normalement, effectivement, si vous êtes auditeur libre, à partir du moment où vous avez la permission signée d'un des enseignants, vous avez accès à ça. Et donc, ça suffit pas. Auditeur libre, ouais. Ça suffit. C'est ouvert à tout le monde. Ah, Pas de formalité. mais vous avez un mail Unigé ou Si pas? on le transmet, on a. Non, non, on n'a Ah. pas. Non. Bah, dans ce cas-là, Les adresses mail. il faut juste m'écrire un mail directement et puis je mettrai ça à disposition sur Internet dans un fichier partagé, dans un dossier partagé. Voilà. Donc, je vais compliquer encore plus les choses. Je n'ai pas du tout ni de portable, ni d'ordinateur. Je pense que c'est trop compliqué pour vous d'amener quelque chose par écrit, quoi, une photocopie. C'est pas- Bah là, j'ai la photocopie pour l'article pour la semaine prochaine, j'en ai Ouais. une. Je peux vous la donner maintenant. Mais bon, oui, si c'est juste pour une personne, oui, mais je peux pas généraliser ça. Mais oui, je peux faire ça, oui. Voilà, je vous le donne. Rappelez-moi de vous donner à la fin l'article pour la semaine prochaine. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes organisationnels? Est-ce que vous voulez chercher des chaises ailleurs? Les pauvres personnes. Un peu long. Sinon, vous pouvez vous asseoir, oui, au milieu, c'est tout à fait possible. Avec des chaises. Avec des chaises. Oui, avec des chaises aussi, oui. C'est autorisé aussi. Tout est possible. Tout est possible. Est-ce que c'est bon pour les questions administratives, évaluation? Est-ce qu'il y a d'autres. Est-ce qu'il y a besoin de détails pour l'instant? On verra plus tard quand vous aurez vu si le cours vous intéresse. Oui, vous Bien pouvez sûr. prendre celle-là. Oui. OK. On attend tout le monde, ça va. Ouais, on va attendre. Voilà. Ça va être compliqué d'avoir l'attention. C'est, Oui. Comment? 6 ou 12. Alors, ça dépend de de la taille du mémoire que vous rendez à la fin, en fait. Il y a des gens qui le valident pour 6 crédits et d'autres pour 12. Si vous le validez en module libre, normalement, c'est 6, il me semble, non? Vous venez de psychologie? Ouais. Je crois que c'est 6 dans ce cas-là. Ouais. Va vérifier, mais je crois que vous devez valider 6 crédits. Normalement, le 12 crédits, c'est plutôt pour les personnes qui sont en master. Est-ce qu'on y va? Attendez, il y a encore quelqu'un qui Oui, arrive. c'est ça, c'est ça. Bon, désolé pour l'organisation. Hein. On ne pensait pas avoir un tel succès. On va juste les C'est remettre bon après. signe, c'est bon signe. Espérons être à la hauteur de. On a perdu Mathilde. Ah, pas trop. On continue un petit peu. Ouais. Donc voilà, le plan des séances pour l'instant qui sera modulable selon les aléas. Si une séance prend plus de temps, moins de temps, s'il y a un sujet dont on sent qu'il faut en parler. On va commencer par 2 séances sur l'introduction de l'histoire et du concept sur l'histoire du concept d'esprit critique. Donc c'est Céline qui va s'en occuper parce que c'est elle qui connaît ça mieux. Et à partir de cette présentation du concept d'esprit critique et des nombreuses définitions qui ont pu en être proposées, on va essayer de dégager les différents types de concepts qui ont été liés à l'esprit critique. Je vous en ai donné quelques exemples. Et ensuite, on va explorer certains de ces concepts, séance par séance. Donc, par exemple, juste pour donner un aperçu, par exemple, dans la séance 3, moi, je parlerai de quel est le lien entre esprit critique et le concept de croyance. Des fois, on dit, voilà, l'esprit critique, c'est examiner ses croyances ou réviser ses croyances. Mais qu'est-ce que c'est une croyance? Je parlerai aussi de l'idée que l'esprit critique, c'est le scepticisme. Ensuite, je parlerai de l'idée de biais cognitif. Il y a beaucoup d'idées que l'esprit critique, c'est être conscient de ses biais cognitifs, mais les biais cognitifs, c'est une notion qui a une histoire assez précise. Ensuite, on parlera du lien entre esprit critique et argumentation. L'idée que l'esprit critique, c'est connaître les bons arguments, les mauvais arguments, les sophismes, les arguments fallacieux. Donc là aussi, on présentera ces notions-là. Ensuite, Céline parlera de l'idée selon laquelle l'esprit critique, c'est penser par soi-même, qui est une idée en fait assez simple, mais en fait très, très difficile et très controversée. Par exemple, certaines personnes dont on parlera ont pu défendre l'idée que justement, finalement, l'esprit critique, c'est justement pas penser par soi-même, aussi bizarre que ça puisse sonner. Ensuite, Céline présentera une littérature en philosophie qui s'appelle l'épistémologie des vertus, qui essaie de lister un peu les différentes vertus intellectuelles que doit avoir le penseur critique.
Ensuite, j'examinerai l'idée selon laquelle l'esprit critique, c'est faire appel à la démarche scientifique dans la vie de tous les jours. Et on va voir que c'est assez compliqué, en fait. C'est encore une idée qui a l'air simple sur le papier, mais si on essaie de donner en détail ce que ça veut dire, c'est assez compliqué. Ensuite, on ira dans des questions un peu plus concrètes. C'est, par exemple, quels sont les experts à qui on peut faire confiance quand on doit former nos croyances. Il y a toute une littérature, vous verrez, sur qu'est-ce qu'un bon expert, comment reconnaître un expert, à qui faire confiance. Et je parlerai aussi des contraires de l'esprit critique, parce que bon, les philosophes ont essayé de théoriser un certain nombre de notions qui sont un peu des contraires de l'esprit critique. Par exemple, on parlera de la notion de bullshit, qui a l'air d'être comme ça un mot grossier, mais en fait, il y a toute une littérature philosophique sur qu'est-ce que c'est que le bullshit, sur conceptualiser le bullshit, qui n'est pas juste un truc qu'on fait pour se marrer entre deux cours, mais il y a vraiment des questions intéressantes qui se passent dans la littérature. Et enfin, dans le dernier cours, on proposera une sorte de conclusion et de synthèse sur voilà, qu'est-ce que c'est penser de manière critique à vue de tout ce qu'on a dit. Et ça, est-ce qu'on en parle maintenant, vite fait? On peut le mentionner. Déjà, vous dire que le 23 du 5, c'est la semaine de révision. Mais pour celles et ceux qui passent l'examen, on sera à disposition ici dans cette salle. Si vous voulez poser vos dernières questions, vous exercer pour l'oral, etc., on est à Oui, il est possible disposition. de faire des fausses présentations orales de Ouais. mémoire, par exemple. Si vous êtes déjà Ouais. prêts, plus ou moins. Et puis, ça, c'est un élément facultatif, mais que je mentionne étant donné qu'on est dans la thématique de l'esprit critique. Donc, j'organise une journée de symposium le 7 juin prochain. Donc, vous êtes toutes et tous conviés, qui sera en anglais, du coup, toute la journée. Différents chercheurs et chercheuses qui travaillent sur l'esprit critique viendront nous parler de manière interdisciplinaire de cette notion pour aller au-delà de la rhétorique incantatoire, il suffirait de penser de manière critique, d'accord, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça va être une journée très stimulante et j'espère vous voir nombreuses et nombreux à cette occasion. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on peut passer au contenu du cours. Donc je te laisse la parole. Parce que pour cette séance-là, je serai relativement mieux. Oui, une question? On a déjà des délais pour des travaux. Alors oui, c'est en ligne. Il y a toutes les C'est sur dates le qui sont site. précisées. Donc vous pouvez trouver toutes les informations sur le Moodle. Un document qui s'appelle Syllabus, dans lequel il y a tous les éléments. Donc je vous invite vivement, si vous validez ce cours, à parcourir ce document, Syllabus du cours. Et du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, eh ben, lançons-nous dans cette thématique de l'esprit critique, en commençant par dire que l'esprit critique, on peut assez se mettre d'accord sur le fait que c'est un concept assez à la mode. Et je vais commencer par un gros argument d'autorité, par citer le recteur de notre université, encore pour quelques mois, Yves Flukiger, recteur de l'université de Genève, qui était invité à la RTS, à la matinale fin janvier passé, et qui, donc j'ai fait une capture d'écran de la vidéo qui disait l'esprit critique, c'est le fondement même de nos universités. Il a ajouté après, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté académique. Là, on peut discuter sur l'équivalence entre esprit critique et liberté d'expression, mais on y reviendra. En tout cas, voilà, il semblerait que le fondement même de notre université, et des universités en général, c'est l'esprit critique. Et puis, évidemment, il a raison quand il dit ça, étant donné qu'il existe un document, je ne sais pas si vous connaissiez l'existence de ce document, qui s'appelle Charte qualité, dans lequel on retrouve tous les engagements de la communauté universitaire à l'égard des étudiantes et des étudiants. Donc, on a à accueillir et accompagner tout au long de leur parcours les membres de la communauté universitaire. On a favorisé une recherche de pointe, etc. Et puis, sur ces différents points, participer à la formation de citoyens et citoyennes responsables en offrant un cadre propice à la curiosité intellectuelle, à la créativité, à l'innovation et à la réflexion critique. Alors déjà, là, vous pouvez vous demander, attendez, réflexion critique, esprit critique, est-ce qu'on parle de la même chose? Pour l'instant, mettons que ce sont des synonymes, mais effectivement, c'est un engagement que l'université a envers nous, ses différents membres. Cela étant, l'esprit critique, c'est pas quelque chose qui se cantonne au milieu académique. En réalité, c'est un petit peu dans toutes les sphères de la vie quotidienne et de la vie publique. J'en veux pour exemple le fait que c'est un élément qui est beaucoup mobilisé dans le discours politique. Et pour ce faire, j'ai choisi l'exemple de nos voisins français qui ont vécu des élections en 2022. Et puis, parmi les différents candidats qui étaient candidats à l'élection présidentielle, il y avait Monsieur Éric Zemmour, qui était candidat pour le parti Reconquête, qui est un parti d'extrême droite, et qui avait fait ce flyer sur l'école que nous voulons. Et donc, là-dedans, il était très clair, il disait « Je créerai un grand ministère de l'instruction publique chargé d'assurer la transmission de notre héritage, la formation de l'esprit critique et la garantie d'un métier pour chacun de nos enfants. »
Et puis voilà, j'ai pris l'exemple du candidat d'extrême droite, mais on trouve exactement la même idée de l'autre côté du panel politique avec l'extrême gauche. Ce tweet de Jean-Luc Mélenchon à l'époque, qui était candidat pour la France Insoumise, parti d'extrême gauche, qui disait « Nous devons apprendre aux jeunes esprits à construire leur esprit critique ». Et évidemment, ce n'est pas une notion qui n'appartient qu'aux extrêmes, étant donné qu'on trouvait ça dans le Parti socialiste, chez les Républicains, chez Emmanuel Macron. Finalement, tous les candidats sont assez d'accord sur le fait qu'il faut de l'esprit critique. Mais on imagine bien que quand c'est M. Zemmour qui mobilise cette notion et quand c'est M. Mélenchon, sans doute qu'ils n'entendent pas exactement la même chose. Et puis là, j'ai pris l'exemple de nos voisins français, mais la Suisse n'est pas en reste, étant donné qu'on pouvait lire en 2021 cette affirmation de Mario Chiesa, président de l'UDC. L'UDC est le seul parti qui conserve son esprit critique. Et sur ce point, je vous laisse juge de la pertinence de cette affirmation. Donc là, on a vu que c'est une notion forte dans le milieu académique, c'est une notion qui est beaucoup utilisée dans la politique, dans le discours public, mais c'est aussi une notion qui est un petit peu éparpillée dans notre vie de tous les jours. Là, j'avais trouvé un article de conseils en carrière, les 25 jobs qui recrutent, des emplois qui recrutent, qui requièrent eh bien, des capacités de pensée critique, mais aussi des capacités à résoudre des problèmes. On verra que souvent les deux notions sont étroitement liées, étonnamment. Donc ça, c'est pour tout ce qui est finalement votre carrière professionnelle. Vous allez avoir besoin d'esprit critique. Vous avez besoin d'esprit critique pour élever vos enfants également, étant donné qu'on trouve dans la littérature 101 images pour apprendre l'esprit critique aux enfants. Et puis tout ce qui est de la littérature du développement personnel avec mon petit préféré, Why Smart Women Make Bad Decisions and How Critical Thinking Can Protect Them. Donc on est évidemment ravis que l'esprit critique soit là pour nous protéger. Et puis, je me suis inscrite sur les réseaux sociaux au hashtag Critical Thinking et hashtag Esprit Critique qui me donnent à voir des publications que je n'aurais sans doute jamais vues, étant donné comment mon algorithme est calibré. Et donc, je vois des tas de publications super étonnantes. Donc, j'ai effacé la publication parce qu'on ne pouvait pas tout voir, mais c'était une publication sur le fait que la Terre était plate et que l'alunissement était une arnaque, finalement. Et donc, sous la publication, qui a quand même reçu 172 likes, il y avait ces différents hashtags. Hashtag la Terre est plate, hashtag l'alunissement est un fake, et puis hashtag critical thinking. Donc, c'est intéressant parce que du coup, tout à coup, dans mes réseaux sociaux, je vois ce genre de publication. Et puis, une autre qui a été publiée pendant la pandémie, qui est un appel des parents, en fait, à refuser la vaccination, et qui disait « Now, just imagine how things can change if a lot of us parents just say no. Our power is in our numbers. » Et alors là, les hashtags sont incroyables. Hashtag critical thinking, évidemment. Hashtag faites vos propres recherches. Hashtag devenez végétarien, vegan. Hashtag ouvrez votre troisième œil. Et mon petit préféré, décalcifiez votre glande pinéale. Si vous ne savez pas quel est le problème avec la calcification de votre glande pinéale, je vous invite à vous renseigner à ce sujet. Voilà, c'était une petite entrée en matière pour vous dire que finalement, l'esprit critique, il est partout, il est tout le temps, tout le monde l'utilise, tout le monde le mobilise. Et finalement, c'est quoi exactement cette notion? Et on va essayer de clarifier ce concept. Et donc, j'ai pris le parti de vous dresser l'histoire de ce concept et commencer par vous dire que finalement, c'est un concept pluridisciplinaire. Donc, c'est compliqué de saisir exactement l'essence de l'esprit critique tant il est traité dans des disciplines diverses qui souvent ne communiquent pas les unes avec les autres. Et je vois qu'il y a des personnes qui notent énormément. Si jamais on mettra ces slides à disposition. Si vous aimez noter, notez, mais si jamais les slides sont à disposition. Les trois grandes disciplines dans lesquelles l'esprit critique est travaillé, c'est la philosophie, la psychologie et la pédagogie. Ou plus précisément, c'est la philosophie dans le but d'enseigner, donc la philosophie de la pédagogie, la psychologie cognitive, mais aussi toujours dans un but de formation. La pédagogie, donc les sciences de la formation. On a aussi des publications en sciences de l'information et de la communication, en rhétorique et en argumentation, beaucoup de publications liées à l'esprit critique, en didactique des sciences, en sociologie et en management, on l'a vu, avec tout ce qui est conseil de carrière, comment utiliser son esprit critique dans le cas d'engagement de futurs professionnels, par exemple. Et donc, comme là, c'est un cours de philosophie, on peut se demander mais à quel courant, à quelle branche de la philosophie appartient l'esprit critique. Elle appartient tout d'abord, de manière évidente, à l'épistémologie, mais de manière aussi également très transversale à l'épistémologie, parce que qu'on entende l'épistémologie comme philosophie de la connaissance
ou philosophie des sciences, parce qu'on sait qu'on peut entendre épistémologie dans les deux sens, et bien dans les deux cas, on va traiter d'esprit critique. On va également traiter d'esprit critique dans une branche de l'épistémologie qui est la logique. On verra que logique et esprit critique sont très liés, on en fera l'expérience tout à l'heure. Et puis, il y a un propos assez intéressant d'un philosophe qui s'appelle Mark Battersby, désolé, il y a juste le truc dessus, donc il s'appelle Mark Battersby, qui dit qu'au même titre qu'en éthique, nous avons une éthique normative, nous avons une éthique descriptive et nous avons une métaéthique, et une éthique appliquée, il serait intéressant d'avoir une épistémologie appliquée, c'est-à-dire une épistémologie qui est vraiment, qui est au regard des éléments très concrets de comment ça marche l'épistémologie dans la vie de tous les jours. Donc, première appartenance philosophique, l'épistémologie, et la deuxième appartenance, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, ça va être la philosophie de la pédagogie, qui est un champ à part entière de la philosophie. Et je dois avouer que pour ma part, je n'avais pas beaucoup entendu parler de philosophie de la pédagogie avant de m'intéresser à l'esprit critique. Pourtant, de tout temps, les philosophes ont écrit sur la question de la pédagogie. Alors là, je me permets un raccourci de langage, j'utilise éducation, pédagogie, enseignement comme des synonymes. J'espère que c'est pas grave, que c'est pas un sacrilège, mais en tout cas, voilà, je préfère les utiliser comme des synonymes sans clarifier exactement. Mais donc, les philosophes ont beaucoup écrit, ont écrit sur la question de la pédagogie. Juste comme ça va pas être exhaustif. Je peux mentionner quelques pensées sur l'éducation de John Locke, le fameux Émile de Jean-Jacques Rousseau, dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Kant a aussi écrit des trucs sur réflexion sur l'éducation, je le savais pas. Donc là, c'est pas étonnant qu'on ait des ouvrages sur l'éducation avec les philosophes des Lumières, étant donné qu'on est dans de ce siècle d'émancipation de la pensée, de lutte contre l'endoctrinement. Donc c'est logique qu'on ait à cette époque des ouvrages concernant l'enseignement et l'éducation. On est dans les prémices finalement de l'esprit critique, quand bien même le terme n'existe pas encore. Alors, Kant parle de critique, mais on va voir que c'est pas, on ne peut pas forcément faire une équivalence. Je cite encore la crise de l'éducation d'Hannah Arendt, et puis on va s'arrêter plus longuement sur démocratie et éducation d'un philosophe américain qui s'appelle John Dewey, et on va voir que c'est là que naît la notion d'esprit critique. Avant ça, avant de parler de John Dewey, encore quelques éléments historiques sur le fait que dans l'entre-deux-guerres, au début du XXe siècle, il y a vraiment un immense bouleversement sur le milieu de la pédagogie. Il y a vraiment quelque chose au sortir de la Première Guerre mondiale. Les intellectuels se disent ça a été une catastrophe, il ne faut vraiment pas que ça se reproduise. Bon, l'histoire a montré que malheureusement, n'est pas allé dans ce sens-là, mais on a vraiment une espèce d'enthousiasme de se dire il faut créer un homme nouveau grâce à une pédagogie nouvelle, histoire d'éviter les horreurs de la Première Guerre. Et du coup, il y a vraiment toute une réflexion sur la pédagogie à cette époque de se dire, mais en fait, l'école doit pas seulement transmettre des connaissances, elle doit participer à la construction de l'individu. Elle doit vraiment prendre en compte l'individu dans toute sa spécificité. Et à ce moment-là, on a en psychologie de grandes découvertes sur le développement de l'enfant. On comprend les stades de développement de l'intelligence, etc. Donc, finalement, la pédagogie doit un petit peu faire avec toutes ces découvertes en psychologie et en particulier en psychologie du développement. Et donc, il y a un immense mouvement de remise en question en Occident. Donc, vraiment, dans différents pays, il y a différentes choses, ça bouge beaucoup. Je vais vous montrer différents éléments de ce grand mouvement pédagogique. Les uns ne sont pas forcément liés aux autres, et puis c'est sans doute pas exhaustif. Mais comme ça, je vous montre quelques naissances de nouveaux projets pédagogiques à cette époque. Donc il y a la naissance du mouvement de l'éducation nouvelle de John Dewey, sur lequel on va s'arrêter parce que c'est là que naît la notion d'esprit critique. En Allemagne, pardon, il y a la naissance des écoles Steiner Waldorf. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Ce sont des écoles basées sur c'est une pédagogie alternative basée sur l'anthroposophie. C'est une doctrine ésotérique qui existe encore aujourd'hui. Il y a pas mal d'écoles Steiner en Suisse. Elles sont souvent très critiquées pour différentes raisons que je ne vais pas aborder ici. En Italie, on a l'émergence de la méthode Maria Montessori. Peut-être que vous connaissez, je vois des hochements de tête. Vous avez déjà entendu parler de Maria Montessori, donc cette femme médecin qui a créé une méthode pédagogique vraiment basée sur le développement de l'enfant, le développement sensorimoteur de l'enfant. Moi, j'ai eu l'occasion, à une époque de ma vie, j'étais psychomotricienne, et donc je travaillais avec des enfants en situation de handicap, et j'avais un patient qui était à l'école Montessori, et j'étais allée visiter cette école ici à Genève. Et c'est assez joli parce que tout est à hauteur d'enfants pour qu'ils puissent pour que les enfants puissent explorer. Et donc, il y a des
des tout petits WC, des tout petits lavabos pour que tout soit à hauteur d'enfants et qu'ils ne vivent pas constamment dans un milieu fait pour les adultes finalement. Donc c'est très axé sur le développement et rejoindre l'enfant où il en est dans son développement. Donc ça, c'est des écoles qui existent encore aujourd'hui, des écoles privées pour la plupart du temps. En France, on a la naissance de la pédagogie Freinet, qui est une grande pédagogie en France, portée par Élise et Célestin Freinet, qui fondent une pédagogie, alors je fais très vite, hein, je pourrais dire beaucoup de choses sur la pédagogie Freinet, mais voilà, une pédagogie fondée sur l'expression libre des enfants. En Suisse, nous avons Jean Piaget, évidemment, le grand Jean Piaget. Alors lui, il n'a pas fondé d'école, mais ses recherches sur les stades de développement de l'intelligence chez les enfants a eu beaucoup, beaucoup d'impact dans la recherche sur l'enseignement, sur comment enseigner aux enfants. Et puis en Angleterre, on a Bertrand Russell. Vous connaissez sans doute Bertrand Russell, grand philosophe du XXe siècle qui a écrit sur les mathématiques et la connaissance, mais il a aussi des écrits sur la morale et la politique que je vous invite à découvrir. Et puis, à un moment donné, il s'est intéressé à la pédagogie et il a adhéré quelque temps à l'éducation nouvelle de John Dewey. Après, il en est revenu. Mais il a eu un projet comme ça avec son épouse Dora Black de fonder Beacons Hill, qui était une école fondée sur l'éducation nouvelle. Il y a quelques planches, je vais vous montrer maintenant quelques planches dans cette excellente bande dessinée qui s'appelle Logicomics, si vous ne connaissez pas, et si le philosophe Bertrand Russell vous intéresse, intéressez-vous à cette bande dessinée, c'est très bien fait. Et donc, dans cette BD, mais aussi dans son autobiographie, Bertrand Russell va expliquer que ce projet pédagogique, en fait, il y croyait énormément, et puis que ça a été un échec complet, en fait. Il est très honnête, en fait, dans son autobiographie, que malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Alors, je passe rapidement, donc il est le narrateur de cette planche et il dit « J'étais désormais convaincu que les progrès de la psychologie scientifique offraient une issue, le moyen de former des œufs pourris en œufs frais. » Et donc là, il ouvre son école, Beacons Hill, et donc tout le monde est très enthousiaste, tout le monde l'applaudit et il dit chers amis, laissez-moi vous présenter maintenant l'école de demain. » Et donc, tout le monde est très enthousiaste. Et quand on lui dit, mais alors, comment avez-vous eu une telle idée, monsieur Russell? Quelqu'un va dire, eh bien, c'est parce que c'est un génie, tout simplement. Et puis, lui, il répond, c'est simplement qu'on ne voulait pas soumettre nos enfants au système qui a créé la guerre. Donc, on retrouve cette idée d'une éducation nouvelle pour des hommes nouveaux. Et puis alors, tout le monde est très enthousiaste et il raconte dans notre nouvelle école, Dora Black, son épouse, et moi partagions les tâches. Donc de temps en temps, c'était Dora Black et de temps en temps, c'était lui qui faisait les cours. Et alors, il veut faire son cours de géométrie et puis il a envie de raconter comment il est enthousiaste de la géométrie. Et puis très vite, les enfants, on voit qu'ils sont assez indisciplinés, ils commencent à rigoler, ils commencent à lui envoyer des pics, à se moquer de lui. Et les enfants disent, je déteste la géométrie. Et puis alors, Bertrand Russell essaie de calmer les choses et il dit, mais si on se calmait un peu les enfants et on va, mais vous avez dit qu'il n'y a pas de règles en fait. Et vraiment, cette éducation libre de l'expression libre des enfants, elle tourne un peu au vinaigre. Et finalement, il n'arrive pas du tout à faire classe parce que les enfants sont complètement indisciplinés et pas amusant la géométrie, pas de règles. Et du coup, Bertrand Russell qui se dit, ah, sale gosse, il est un peu fatigué par ça. Donc malheureusement, l'idée de l'expression libre comme ça des enfants, ça n'a pas toujours été la meilleure chose à faire. Et pour autant, ça ne veut pas dire que l'éducation nouvelle était un échec complet. C'est peut-être la façon dont Bertrand Russell l'a mis en application qui était pas la meilleure. Donc, qu'est-ce que c'est que ce mouvement de l'éducation nouvelle? C'est un mouvement qui naît, donc je l'ai déjà dit 2 fois, des réflexions de John Dewey. John Dewey, c'est un philosophe et psychologue américain, donc il a la double casquette. Donc déjà, c'est intéressant parce qu'on s'inscrit déjà dans une forme de pluridisciplinarité. Et donc, il a écrit un ouvrage fameux qui s'appelle Démocratie et éducation. Et il a créé ce qu'on a appelé les lab schools. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, il y a encore des lab schools, il faudrait que je me renseigne, j'y pense maintenant, mais c'était assez intéressant. C'était l'idée d'une école expérimentale. C'était une école expérimentale qui était mixte, ce qui n'est pas rien pour l'époque. Et puis, en partenariat avec l'Université de Chicago, donc l'idée, c'est vraiment de faire de l'enseignement, mais aussi de la recherche sur l'enseignement. Et le mot d'ordre de cette éducation nouvelle, c'est « learning by doing ». C'est vraiment cette idée d'expérimenter, plutôt que d'écouter le professeur qui nous dit des choses, comme vous êtes en train de le faire maintenant, c'est vraiment expérimenter, essayer, tester. Et donc, c'est une approche assez, qu'on pourrait qualifier d'holistique. Pardon, je ne vous ai pas dit. Non, mais je viens de est-ce que ça, après, c'est arrivé à la résolution des problèmes? C'est une chose qu'on applique à l'université, surtout en médecine. Ça n'a rien. Pas du tout. Je ne sais pas, après, je pense que là, on parle surtout de la pédagogie des jeunes enfants. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui ensuite a
a atteint l'université, en fait? Je me demande, parce que c'est vrai qu'on a encore cette méthode de transmission très verticale. Je pense que là, c'était vraiment une réflexion sur les petits, de se dire, en fait, de les laisser assis sur des chaises toute une journée, il faut qu'ils puissent tester, il faut qu'ils puissent expérimenter. Tu voulais ajouter Moi, quelque je chose tiens un de truc. Alors, c'est peu probable pour une raison qu'il faut quand même avouer, c'est que aucun prof qui n'enseigne à l'université n'a jamais reçu de formation pédagogique. Il y a ça Non, aussi. mais voilà, Il y a ça aussi. disons les choses telles qu'elles sont. Non, mais Voilà, c'est honnête. voilà. Donc, à mon avis, le temps que des innovations pédagogiques atteignent la façon dont on enseigne ici, maintenant, peut se passer beaucoup de temps. Je pense que c'est trop jeune, Mhm. 1930. Vraiment, mais je suis sérieux, hein, d'une certaine Bien joué, façon. bien joué. Non, et puis ce que vous soulignez est intéressant parce que finalement, ce sont des éléments comme ça qui sont nés d'idées individuelles, mais on en trouve encore. C'est pas ce qui fait école à l'époque. Il y a un enthousiasme pour ça, mais on revient quand même souvent à des méthodes. Donc, c'est pas learning by doing ne s'est pas imposé partout. Et donc, c'est une approche qu'on qualifierait d'holistique parce qu'il s'agit de développer la vie intellectuelle des enfants, c'est quand même l'école, mais aussi les former à une démarche artistique, s'intéresser au développement de leurs compétences physiques et surtout de leurs compétences sociales. Parce qu'il y a vraiment beaucoup cette idée dans la pédagogie nouvelle de construire ensemble. En fait, les élèves vont construire des hypothèses, ils vont les tester ensemble, ils vont argumenter, ils vont pas être d'accord, etc. Et Dewey va dire, en fait, c'est la démocratie participative au sein de l'éducation. Donc, ils vont vraiment beaucoup débattre, argumenter et puis bosser comme ça ensemble. Donc, c'est une idée intéressante. C'est pas une image d'archive, c'est généré par Dali. J'ai comme précisé ces choses-là. Oui, C'est si c'est hors sujet, faut vas-y. faut le dire. Tout ce qu'on est en train de dire là, est-ce que ça me rappelle beaucoup ce qu'il y avait dans les écoles anarchistes? Ah, Est-ce que c'est quelque chose qui est lié? Est-ce qu'il y a une inspiration? Est-ce que c'est la même chose avec un nom différent? je dois dire que je ne connais pas suffisamment. Est-ce que tu peux m'en dire plus comme ça ou pas forcément? Non, c'est juste non, si tu connaissais, si tu connais. Je connais un peu, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment, alors moi je connais plutôt ce qui se passe en France, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où on se disait, c'était pour d'autres raisons, mais on se disait en gros l'école, c'est là où on apprend le capital, le travailleur, oh là là mon Dieu. Du coup, on a voulu faire, je le simplifie très fort, mais du coup on a voulu faire d'autres écoles où on essaie de faire que l'enfant devienne un individu à part entière, donc qui n'est pas soumis au capital, au patron et tout ça. Et c'est vrai que de ce que tu es en train de dire, il y avait beaucoup ce truc de on prend l'enfant comme un individu, donc on va débattre avec lui et on va vraiment travailler avec lui sans être en mode c'est comme ça, c'est la règle. Et du coup, je me demande juste s'il y avait un. Alors, tu me complètes, hein, tu me dis. Non, mais je pense que tu vas me rejoindre. je sais déjà où je vais. Mais j'ai l'impression j'ai l'impression que ça, c'est un tout petit peu plus tard, niveau. Dis-moi si je me trompe. J'ai pas les dates. Ok, d'accord, ouais. Peut-être. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a deux choses qui avancent en parallèle sans forcément se rencontrer. Ça va être la pédagogie de l'esprit critique et la théorie critique, qui portent des noms très similaires, avec la pédagogie critique, qui est effectivement la critique des normes sociales de domination, et du coup, qui porte plus ou moins le même nom. Donc, il y a la théorie critique d'Adorno, Horkheimer, qui donnera ensuite la pédagogie critique, et qui avance assez en parallèle de la philosophie de l'esprit critique, sans pour autant qu'il y ait beaucoup de rencontres de ces deux termes. Mais merci pour la question, parce que c'est quelque chose que j'hésitais à aborder dans le cours, et peut-être que ce sera l'occasion de le faire dans le cours. Donc, merci pour ça. Oui. Est-ce que Ouais. Ouais, c'est ça, c'est que là, on est dans l'entre-deux-guerres, à se dire, bon, l'école, à quoi elle ressemble maintenant, en fait. Et j'imagine, alors là, vraiment, j'extrapole, mais j'imagine que ce que Bertrand Russell a vécu à Beacons Hill, c'est vraiment cet espoir dont vous parlez, c'est de dire, bah, on fait une pédagogie nouvelle, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est tellement dur à mettre en application, c'est tellement dur, on fait pas de règles, tout le monde s'exprime. Et en fait, dans son autobiographie, Russell va dire, mais en fait, les grands, ils tapaient les petits.
Et ça faisait vraiment... En fait, la liberté d'expression permettait aux bourreaux de vraiment se lâcher. Et du coup, en fait, on oscille constamment entre quelque chose de très dur et très autoritaire à quelque chose d'une liberté totale qui peut aussi être mortifère. Et du coup, je pense que aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé le bon schéma. Ce genre d'école, que ce soit Montessori ou etc., ça, c'est beaucoup dans le privé aujourd'hui. L'école publique s'inspire pas encore, enfin, s'inspire peu de ça. Le privé, c'est beaucoup plus emparé de ces choses-là. Ouais, si je peux juste dire après. Par contre, si tu regardes la formation des enseignants en France et en Suisse, je pense qu'il y a quand même des traces de ça, dans le sens où si tu dis, voilà, ma méthode pédagogique, c'est que les élèves s'assoient et puis ils écoutent, puis je Ouais. leur fais faire des exercices de temps en temps. En général, les gens vont prendre ça assez mal, quoi. C'est assez mal vu de faire du pur court exercice. En général, les gens demandent aux profs, enfin en tout cas aux profs qui doivent encore être inspectés, qui doivent encore valider leur formation, d'avoir au moins des phases exploratoires où les élèves doivent chercher les réponses par eux-mêmes en général. Et ça, dans la plupart des disciplines. Donc, je pense que quand même, ça a eu un impact durable. Alors, je ne sais pas quelle branche, mais au moins, ces idées-là, elles sont intégrées dans la formation des enseignants aujourd'hui. L'idée qu'il doit y avoir une partie... enfin, c'est très valorisé de donner un rôle actif à l'élève dans la formation actuelle des enseignants. Après, Mhm. comment c'est implémenté dans la pratique, puis c'est qu'au bout d'un moment, c'est quand même assez fatigant, puis les élèves, ils participent la plupart du temps, pas forcément. Mais au moins, dans la théorie de ce qui est enseigné aux enseignants, c'était cité qu'il y a une grande insistance sur sur le fait de mettre l'élève en position active et de recherche et de réflexion, quoi. Donc, c'est clair pour moi que ça a quand même eu des effets durables. Il y avait d'autres questions? Donc évidemment, je ne suis pas une spécialiste de l'évolution de l'éducation. Je vous invite vraiment à aller voir sur l'histoire de la pédagogie. C'est quelque chose qu'on fait assez peu et que je trouve vraiment fascinant. Et c'est dans l'histoire de la pédagogie qu'apparaît cette figure de John Dewey avec donc Démocratie et éducation, mais aussi How We Think, qui est un bouquin qui est sorti en 1910 et qui a subi des grandes restructurations et qui est ressorti en 1933. Et donc, c'est dans cet ouvrage, How We Think, qu'apparaît pour la première fois le terme esprit critique, critical thinking. Alors, évidemment, généralement, quand j'arrive là, dans ces moments-là de ma présentation, les gens me disent, mais c'est pas en 1910 que la première fois quelqu'un a fait preuve d'esprit critique, enfin. Et généralement, on me reproche un peu ça, mais vraiment, le terme apparaît à ce moment-là. Évidemment qu'avant, il y a des choses qui sont de l'esprit critique, mais qui ne se disent pas de l'esprit critique. Et généralement, quand on lit la littérature sur l'esprit critique, c'est de bon ton de dire que Socrate, c'était le premier penseur critique, parce que la maïeutique, etc., etc. Donc évidemment que depuis la naissance de la philosophie, il y a de la pensée critique, mais ça s'appelait peut-être pas comme ça à l'époque. Donc le terme, j'arrive tout de suite, le terme critical thinking apparaît à l'époque. Est-ce que critical thinking, c'est esprit critique? On va voir quelle est la subtilité des différences. Pour l'instant, je vous propose de les voir comme des synonymes. Je vous écoute. Là, c'est comme si on mettait de côté la guerre, si la guerre ne faisait pas partie de l'humanité, en fait. Et peut-être que justement, il faut faire avec. En tout cas, je vois ce que vous voulez dire. Transformer aussi après 14-18, j'imagine, je ne sais pas. Oui, ouais, voilà, je vois au niveau temporel, ouais, effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment un intérêt de se dire, mais en fait, comment ça fonctionne? Comment on pense? C'est vraiment le titre du livre. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos têtes pour qu'on arrive à de telles horreurs quelque part? Et puis donc, cette première définition émerge, et donc je vous l'ai traduite. Et donc, je vous la lis. C'est un examen actif, persistant et attentif de toute croyance ou forme supposée de connaissance, à la lumière des motifs qui la soutiennent et des autres conclusions auxquelles elle tend. C'est un effort conscient et volontaire pour établir la croyance sur une base solide de preuves et de rationalité. Alors là, comme c'est la première définition, je vais me permettre de la décortiquer un tout petit peu. Promis, je ne le ferai pas pour toutes les définitions, mais là, on s'arrête un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est que cet esprit critique dont nous parle Dewey? Quel est le type de pensée qu'il propose? Il nous dit que c'est un type de pensée qui correspond à un examen. C'est ce qu'on va appeler the inquiry, un examen, quelque chose vraiment de minutieux. Et il va dire que c'est un processus actif, attentif, qui demande un effort conscient, volontaire, et il dit aussi que c'est quelque chose de persistant, donc qui prend du temps quelque part. Et on voit que dès le début, c'est pas quelque chose qu'on peut faire sans s'en rendre compte.
Il n'y a pas de moment où dire, ah bah tiens, j'étais en train de penser de manière critique. C'est vraiment quelque chose où, voilà, ça va mobiliser nos compétences intellectuelles. Et en ce sens, pour celles et ceux qui sont déjà familiers de la théorie duel de pensée avec système 1, système 2, qui a été popularisé par Kahneman, dont Florian nous parlera dans quelques semaines. Si ça vous dit rien, pas de souci, on y reviendra. Mais on voit que là, pour celles et ceux qui connaissent déjà, ça fait assez appel au système 2. Et on verra que l'esprit critique, c'est pas forcément que le système 2, mais on verra ça ensemble. Donc, c'est une pensée qui a un coût. C'est une pensée qui porte, donc quelle est la portée de l'esprit critique? Les éléments en bleu. Dewey nous dit que c'est une pensée qui porte sur les croyances, sur les formes supposées de connaissances. Donc voilà, on a vraiment quelque chose une portée très épistémique, une portée très épistémique pour l'instant uniquement. Et quelle est la finalité de ce... pourquoi on pense de manière critique, au fond? La finalité, elle est déjà bien exprimée dans cette définition. Elle est double. La première, c'est d'identifier les motifs. Il nous dit, c'est un examen de toute forme de croyance à la lumière des motifs. Donc, quels sont ces motifs? Quelles sont les justifications de la croyance? Quelles sont les raisons de croire, finalement? Et quelles sont les conclusions? Donc, ça va être quelles sont les finalités ou quelles sont les conséquences de ma croyance? Et puis, la deuxième finalité, ça va être que ces motifs, ces justifications à la croyance, elles doivent être rationnelles et basées sur des preuves. Donc, dès le début, on inscrit la pensée critique dans une épistémologie évidentialiste. Vraiment, il faut que ça repose sur des preuves. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment aussi, mais on a l'impression, pour l'instant, c'est assez clair. On voit un petit peu ce que John Dewey nous dit quand il parle d'esprit critique. Cette clarté ne va pas durer, malheureusement. Ensuite, je continue dans mon déroulement historique. Dans les années 20 et les années 30, je vous donne de nouveau des éléments de contexte historique. Donc, on a la montée de l'antisémitisme, on a la montée de l'eugénisme, du racisme. On sait les conséquences que ça aura en Europe, mais c'est aussi le cas aux USA. Juste pour rappel, en 1926, on a 30 000 membres du Ku Klux Klan qui défilent à Washington dans l'habit qu'on leur connaît. Donc, il y a vraiment quelque chose de d'une mise en avant, en fait, d'une idéologie extrêmement violente et raciste. Et dans ce contexte-là, il y a un professeur qui s'appelle Goodwin Watson, qui est psychologue et qui crée un test psychométrique parce qu'il est complètement fasciné par ces questions-là. Et lui, il veut savoir en fait pourquoi on a cette tendance à faire des généralisations abusives, de dire toutes les personnes de cette ethnie sont comme ci, tous les sont, etc. Donc pourquoi est-ce qu'on a des fois des opinions biaisées? Et donc il crée ce measurement of fair-mindedness pour évaluer les préjugés individuels. Et ce chercheur, Watson, il va avoir un doctorant qui s'appelle Edward Glasser. Et Glasser, il est fasciné par la pédagogie de Dewey, dont je vous ai parlé juste à l'instant, et puis par ce concept d'esprit critique. Donc avec son superviseur, en fait, ils vont développer ce test qui existe déjà pour en faire le premier test d'esprit critique. Donc là, on est en 38 et on a un premier test d'esprit critique qui apparaît. Vraiment, à cet instant, il y a un intérêt fort pour la suggestibilité des gens. On veut savoir pourquoi les gens, individuellement, mais aussi les foules, parfois sont très influençables. Pourquoi des fois les gens suivent aveuglément des choses? Pourquoi les gens des fois ou les foules réagissent à la propagande? Comment est-ce qu'on peut les manipuler? Tout ça, c'est quelque chose qui les fascine à l'époque et c'est ça en fait qu'ils veulent développer dans leur test d'esprit critique. Donc c'est ce truc qui apparaît en 38, le Watson-Glasser Critical Thinking Appraisal. Et du coup, c'est un test qui s'adresse aux élèves dès 15 ans, qui est très long à faire. C'est 50 à 60 minutes pour le passer en entier, je crois. Et puis, c'est un QCM qui contient 5 sous-tests. Un test d'inférence, un test d'hypothèse, un test de déduction, un test d'interprétation et un test d'évaluation. Et puis, en fait, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on va le passer ensemble. Je vais vous montrer quelques éléments. Et puis, on va voir un peu ensemble à quoi ça ressemble, parce que tout simplement, je me dis, c'est en passant à travers les items qu'on se rend compte, en fait, comment on testait l'esprit critique à l'époque. Puis je dis à l'époque, mais en vrai, ce test, il a eu énormément de succès. Il a été traduit, là, je vais vous montrer la version française, traduite en 92. Il a beaucoup été révisé et vraiment, honnêtement, heureusement, parce que le premier test des années 40, il était
Ah, il est pas facile à lire, il est très empreint de l'Amérique de l'époque, et puis il y a beaucoup de termes qu'on retrouve dans ce test qu'on n'utilise plus aujourd'hui, et heureusement. Donc là, ce ne sera pas le cas dans les exemples que je vais vous montrer. Donc on va passer ensemble à travers ces 5 tests. Promis, ça ne va pas durer 50 minutes, mais je me dis, c'est intéressant de passer ensemble à travers. Donc il y a un premier test, c'est le test d'inférence. On va ensemble évaluer le degré de véracité d'inférences tirées de certaines données. Et en fait, je vais vous demander, on va réfléchir ensemble, est-ce que ce que je vais vous dire est vrai? Est-ce que c'est probablement vrai? Est-ce que les données sont insuffisantes pour savoir si c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est probablement faux ou est-ce que c'est faux? Donc, voici l'intitulé. 200 étudiants de moins de 20 ans assistent volontairement à une conférence pendant le week-end à Strasbourg. À cette conférence sont discutés des problèmes de relations entre races et des moyens de réussir à établir une paix mondiale durable. Sujet choisi par les étudiants comme étant les plus brillants dans le monde d'aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ce mot brillant dans la traduction, c'est leur traduction, c'est pas moi. Je ne sais pas qui est brillant en fait. Est-ce que c'est les étudiants? Est-ce que c'est les sujets? Je ne sais pas. Voilà. La traduction est aussi problématique sur certains aspects. Donc, on a ces étudiants, ces 200 étudiants de moins de 20 ans qui vont à cette conférence à Strasbourg pour parler de la paix mondiale et des relations entre les races. Premier énoncé, certains jeunes étudiants ont trouvé qu'il était important de discuter de problèmes de race et des moyens d'avoir une paix mondiale. Vrai, faux, probablement vrai. Certains, absolument, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, c'est dans l'énoncé, absolument, bravo. Merci d'avoir osé être la première à prendre la parole. Cet énoncé découle des faits. Ok, deuxième énoncé. Le groupe d'étudiants qui assistent à cette conférence montre un intérêt plus vif pour les grands problèmes sociaux que la plupart des étudiants du même âge. C'est vrai ou est-ce que c'est probablement vrai? Probablement. Ah, je veux dire, il y a débat. Le test dit c'est probablement vrai parce que on sait rien des autres étudiants. Peut-être qu'en fait, ils sont tous complètement fascinés par ces questions, mais on sait rien. Par contre, il y a de fortes chances que ce soit le cas, étant donné que c'est eux qui partent au week-end à Strasbourg. Après, ils ont pu partir au week-end à Strasbourg parce que c'est vraiment cool d'aller à Strasbourg. Mais on peut dire, étant donné ce que nous savons, que c'est probablement vrai. Ok, les étudiants ont principalement discuté des problèmes d'échange industriel. Faux, faux. Ça n'est pas dit dans l'énoncé. La majorité des étudiants n'avaient pas discuté auparavant dans leur cours des sujets traités par la conférence. Probablement faux. Probablement faux. Probablement faux. On aurait envie de dire aussi données insuffisantes. Ah, toi tu dis données insuffisantes. Voilà, il y a débat, il y a débat. On peut se dire que ils sont. C'est ce que dit le test. Hein. Moi, je lis le test. Le test dit que sans doute que leur sensibilité aux problèmes de relations entre races et d'établissement de la paix mondiale vient sans doute de discussions dans le cadre scolaire. Mais c'est... Ouais, la loi. Voilà, exactement. Allez-y. Oui. Alors, je me permets de garder votre question pour après. Je navré de vous frustrer, mais je garde votre question pour après parce qu'elle est parfaite. Parlons simplement d'inférence pour l'instant, mais merci, j'y reviens. Là, on est d'accord qu'entre nous, on n'est pas d'accord. Dites-moi. Question sur les 5 critères, 5 catégories. Données insuffisantes relativement à chacun des 4 autres catégories, parce qu'on va se dire données insuffisantes quand on est dans probablement vrai et qu'on veut la certitude, donc on est dans l'insuffisance pour avoir la certitude. Probablement vrai, c'est de toute façon probablement faux. Enfin, parfaitement, donc, parfaitement, exactement, exactement. Alors malheureusement, en fait, alors là, je plaide coupable, c'est que il me manquait de l'espace et du coup, j'ai pas mis la 5e qui disait les étudiants ont passé du bon temps à Strasbourg. Évidemment vrai. C'est Strasbourg enfin. Voilà, ça, on pouvait pas le déduire parce que les données étaient insuffisantes. Navré, j'ai pas l'exemple des données insuffisantes, mais je suis d'accord avec vous sur le fait que celle-ci influence nécessairement celle-ci et celle-ci. C'est parce que les données sont insuffisantes que ce qu'on peut émettre une probabilité. Donc, vous voyez, on est que au premier test et déjà on sent qu'on n'est pas super d'accord avec les données, les réponses que donne le test. On continue, si vous voulez bien, avec ce second test qui s'appelle... Alors là,
Attendez, je vous en ai mis 4, mais il y en a 20 en tout. Donc, c'est assez long. On en est où? Ah oui, c'est pas vite. Reconnaître les hypothèses. Alors déjà, le test s'appelle reconnaître des hypothèses et je ne suis pas du tout confortable, mais vous êtes plus expert que moi. Reconnaître des hypothèses alors qu'il s'agit de reconnaître les présupposés. Et je trouve assez compliqué d'utiliser l'un pour l'autre, tu vois, mais bref, c'est les traducteurs qui ont fait leur travail. Donc ils disent, nous devons gagner du temps pour nous rendre à cet endroit. Nous ferions mieux de prendre l'avion. Donc vous voyez que là, dans les années actuelles, c'est beaucoup plus compliqué ce genre d'énoncé. Mais là, c'était les années 90. La traduction date des années 90. Nous devons gagner du temps pour nous rendre à cet endroit. Nous ferions mieux de prendre l'avion. Et donc là, je vais vous demander, est-ce que l'hypothèse... Alors, ils disent hypothèse faite, mais est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est admise par principe dans la proposition? Est-ce que ce que je vais vous donner est admis par principe dans la proposition? 1. Voyager par avion prend moins de temps que d'aller par tout autre moyen de transport. Est-ce admis par principe? C'est admis par principe dans l'énoncé. Oui. Sinon on ne nous dirait pas il vaut mieux prendre l'avion. Oui, c'est admis par principe. Second énoncé, un vol existe et nous est assuré pour au moins une partie de la distance. Par contre, il n'y a plus de place. Mettez-vous là, au centre. Ouais. Mais aucun souci, aucun souci. Un vol existe et nous est assuré pour au moins une partie de la distance. Je vois que... oui, c'est le cas. Mais ce mot, on est d'accord, ce mot assuré, il est bizarre parce que nous est assuré, on dirait que... Vous inquiétez pas, il y aura une place. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bizarre. On n'est pas sûr. Peut-être qu'on va réserver une place et qu'il n'y aura pas de... Mais bref, en tout cas, le test dit oui, puisque pour gagner du temps par avion, on suppose qu'on se rend dans une destination accessible par avion. Donc oui, effectivement, c'est une proposition admise par principe. 3. Voyager en avion est plus pratique que voyager en train. Non, effectivement. L'énoncé ne dit rien sur la praticité. Donc, on voit qu'on était plus à l'aise sur le test de reconnaître les hypothèses que sur le test de reconnaître les inférences. On fait le test de déduction, on va aller un peu plus vite, faire des déductions sur la base d'une prémisse. Alors, je vous demande de supposer que l'énoncé est vrai. Vous pouvez avoir une sensibilité différente quant aux jours de pluie, mais quelle que soit votre opinion sur les jours de pluie, s'il vous plaît, acceptez cet énoncé. Certains jours de vacances sont pluvieux, tous les jours de pluie sont ennuyeux. Par conséquent, aucun jour de beau n'est ennuyeux. Est-ce que c'est une conclusion qui découle? Non, non, parce que l'énoncé ne dit rien des jours de beau. Ils peuvent être ennuyeux également. Conclusion, par conséquent, certains jours de vacances sont ennuyeux. Oui, effectivement, ça découle. Non, certains jours de vacances ne sont pas ennuyeux. Non. Ça dépend qu'on interprète certains. Si tu es un philosophe et tu interprètes certains comme au moins quelques-uns et peut-être tous, oui, mais si tu l'interprètes comme certains, ça veut dire pas tous. Pas tous, voilà. Et c'est ce que le test attendait. Pas tous, donc cette conclusion ne découle pas de l'énoncé. Mais on voit que c'est pas si simple. Test numéro 4, c'est le test d'interprétation. Donc là, on va évaluer le poids des preuves apportées pour justifier un énoncé et voir si une généralisation est raisonnable ou pas. En gros, on va voir si on peut conclure quelque chose de cet énoncé. Donc, partons tout de suite. Une étude sur le développement du vocabulaire chez l'enfant, âgé de 8 mois à 6 ans, a montré que l'étendue du vocabulaire croît de 0 mots à 8 mois à 2562 mots à 6 ans. Peut-on en déduire qu'aucun enfant de cette étude n'avait appris à parler à l'âge de 6 mois? Non. Je suis nul. J'aime bien parce qu'au moins, il n'y a pas peut-être, effectivement. Et en fait, comme c'est un test d'interprétation, on va vous demander d'interpréter les données, étant donné qu'on nous dit qu'un enfant a 8 mois à 0 mots, on peut bien penser qu'à 6 mois, il en avait également 0, parce qu'on ne va pas penser qu'il en avait, puis les a perdus, puis les a à nouveau acquis. Je vous écoute.
on parle de langage ou d'apprendre le langage ou le vocabulaire? Parce que le langage, il y a des babillages, etc. Donc, On est complètement d'accord. Hein. Ouais, non, non, mais... Ah, mon problème, c'est que donc, moi, je voyais 0 mots, c'était la moyenne du groupe ou la médiane, mais ça se trouve, il y en avait bien un qui En plus, merci. Donc effectivement, si on prend langage et vocabulaire, c'est complètement différent. Si on prend la question de la moyenne, allez-y. Ouais. Et il y a des réponses qui sont justes et des réponses qui sont fausses. Ouais, ouais. Exactement, exactement, tout à fait. Merci, merci. On y arrive, on y arrive. Mais la semaine prochaine, venez faire le cours avec moi, vraiment, parce que je vois que vous avez tout saisi de comment c'est construit. Merci beaucoup. Donc là, théoriquement, oui. Et ensuite, celle-ci, l'accroissement du vocabulaire est plus lent durant la période où les enfants apprennent à marcher. Non, parce que ça dit rien sur la marche. Allez, on fait le dernier quand même. Sur l'évaluation d'arguments, je vais vous demander si les arguments que je vais vous donner sont forts ou faibles pour accepter un énoncé. Donc, il s'agit de distinguer les arguments forts et pertinents des arguments faibles et non pertinents pour une question. Et là encore, je vais vous demander d'accepter ces arguments comme vrais, quand bien même vous pourriez avoir des opinions divergentes quant à ce que je vais vous proposer. Tous les jeunes devraient-ils suivre des études supérieures? Formulé comme question. Et donc, premier argument, oui, l'université leur permettrait de bénéficier d'une carte d'étudiant. Faible ou fort? Faible, faible. C'est vraiment très cool d'avoir une carte d'étudiant, c'est pas suffisant. Non, un bon pourcentage des jeunes n'a pas assez d'aptitude ou d'intérêt pour tirer bénéfice des années d'université. Encore une fois, je vous demande d'accepter ça comme vrai. C'est pas simple, mais est-ce un argument fort ou est-ce un argument faible? C'est fort, c'est un argument fort, effectivement. Si c'est vrai, c'est fort. Si c'est vrai, c'est fort. Voilà, exactement. Si c'est vrai, c'est fort. Et l'ennui, c'est que, comme vous le disiez, on nous demande d'accepter comme vrai. Non, des études trop longues nuisent au développement de la personnalité. Et là encore, je vous demande d'accepter ça comme vrai. Est-ce que c'est un argument fort ou un argument faible? Faible. Ah bon? Faible. Bah oui, si c'est vrai, on peut. Ça, tu aurais dit? Bah, si tu acceptes la prémisse, franchement, c'est carrément fort, non? Eh bien, parce que l'argument ne dit rien sur la durée des études. C'est ce que dit le test. Ah, c'est subtil quand même. C'est subtil. C'est subtil. Bon, le test s'arrête là. Oui, allez-y, allez-y, allez-y. Finalement, c'est formulé en disant des études trop longues. Oui. Ouais, il y a déjà dans le trop. Oui, Ouais, oui, c'est c'est juste. vrai. Si Mhm. c'est très long, C'est juste, vous avez raison. Ouais, bien long, sans. bien vu, bien vu. Merci. Ouais, subtil. On retraduit. Oui, Ah, mais vous êtes une super équipe de chercheurs, là. Il y a vraiment quelque chose à faire sur les tests d'esprit critique. On arrive au bout de on a terminé le test d'esprit critique. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a testé sur l'esprit critique juste là? mais quand on dit fort et faible, déjà aussi, c'est quelque chose C'est qui est super subjectif. C'est super subjectif. Ouais. Je vous écoute. Peut-être ça aurait été utile de voir le texte en anglais, le texte original. Alors ça, c'est pas ma traduction. C'est un test qui a été traduit officiellement et qui est passé dans les écoles françaises. Non, mais le texte original tout court en anglais, pour voir justement quelle pourrait être l'erreur. Ah oui, pour les comparer, pour voir comment ils ont fait l'effort de traduction. C'est vrai que moi, je me suis dit, voilà, ce sont des gens qui savent faire des tests d'esprit critique. Effectivement, ça aurait été intéressant d'avoir un regard critique, pour le coup, sur comment les trucs ont été traduits. On a vu avec la deuxième que cette idée de étudiant brillant, voilà, c'était un peu... Alors, 100% d'accord avec vous. Et Après, c'est très dur d'y avoir accès. oui, ça, je me suis Bah, battue pour vous montrer ces choses-là. C'est des choses, effectivement, qui ne sont pas mises à disposition du public, tout simplement parce que n'importe qui ne peut pas faire passer un test d'esprit critique. Ce sont des gens formés, ce sont des psychologues qui font passer les tests d'esprit critique. Ce test est encore le test le plus utilisé dans le monde pour tester l'esprit critique et il est beaucoup utilisé, attention, pour engager des personnes au moment des embauches aux États-Unis. Et on trouve sur le site officiel de ce test, parce que maintenant, évidemment, ce sont des privés qui possèdent le test, donc vous ne pouvez pas vous-même le faire passer en tant qu'employeur. C'est des boîtes privées qui possèdent le test, donc qui vous font payer pour utiliser le test. Et il y a sur leur site toutes les grandes law firms, les cabinets d'avocats américains qui ont utilisé notre test pour embaucher les avocats de leur boîte. Donc voilà, c'est...
Et ils savent faire des déductions comme personne. Donc, on voit que là, on est dans les années 30, 40, on est au tout début des tests de QI, et on voit qu'on pourrait carrément confondre ça avec un test de QI. Là, c'est très clair et très assumé par les auteurs qu'on va tester la logique des personnes, des enfants en l'occurrence, et à partir du moment où ils auront des bonnes compétences logiques, ce seront des bons penseurs critiques. Il y a vraiment une identité. Pensée logique égale faire preuve d'esprit critique. Pourquoi ils ont choisi ça? En fait, c'est assez pratique. En fait, il s'agit de tester les enfants au tout début. Ensuite, on fait une année ou je ne sais pas combien de mois de cours sur la logique, sur les inférences, sur les présupposés, et on les teste après, et on regarde en fait s'ils ont progressé. Alors là, est-ce que ce sont les enfants qui sont testés, ou est-ce que c'est la pédagogie est-ce que c'est la façon d'enseigner qui est testée? En tout cas, voilà, c'était vraiment des considérations très pratiques qui permettent d'aboutir à ce genre de test. Alors, on revient à nos idées de... Merci d'avoir participé, vous êtes super, merci d'avoir participé. J'avais très peur d'être seule avec mon test, et merci pour ça, vous êtes super. Alors, on revient à ces idées de définition, et donc, Glasser, toujours le même, hein. Donc, ce doctorant de Watson qui a créé ce test dont on a parlé ensemble, lui, dans sa thèse de doctorat, en 41, il va proposer la définition suivante de l'esprit critique. Il va dire, la capacité de penser de manière critique implique trois choses. Une attitude consistant à être disposé à considérer de manière réfléchie les problèmes et les sujets qui entrent dans le champ de ses expériences. 2. Une connaissance des méthodes de recherche et de raisonnement logique. On retrouve la logique, hein, on n'est plus très loin. 3. Une certaine habileté à appliquer ces méthodes. Donc si je reformule, en fait, la construction de l'esprit critique contient trois trucs. Il contient des composantes dispositionnelles. Il s'agit d'avoir une attitude, être disposé, avoir envie, quelque part une motivation à penser de manière critique, à passer du temps, à analyser en détail. Donc dans la littérature, on va parler de disposition, on va parler d'attitude, on va parler de vertu, on en parlera dans un des cours. Des composantes cognitives, là, vous les avez vues à l'œuvre, hein, ces compétences de déduction, d'analyse, etc. Donc on parle soit de compétences, soit de capacités. Et puis des composantes épistémiques, des connaissances, dans le sens où si vous ne savez pas certaines choses, au moins sur comment penser de manière critique, mais aussi sur l'aspect même que vous voulez étudier. Si quelqu'un vous dit, ben moi, la voix cassée comme ça, je la traite à l'homéopathie. Si je veux pouvoir penser de manière critique à cette chose-là, il faut que je sache un petit peu qu'est-ce que c'est l'homéopathie, de qu'est-ce qu'on entend par là, etc. Donc, je postule que si on ne connaît rien à un sujet, on ne peut pas penser de manière critique. Cette construction tripartite, elle fait encore consensus aujourd'hui dans la littérature sur l'esprit critique, et ce sera le sujet du cours numéro 2. Donc, soyez là, ça va être fascinant. Et donc, je réponds à la question que je m'étais posée tout à l'heure sur est-ce que critical thinking, c'est l'esprit critique? Eh bien, on pourrait dire, si on est très pointilleux, là, dans la vie de tous les jours, on l'utilise comme ça, mais si on est très pointilleux, on pourrait dire que critical thinking, c'est la pensée critique, et que la pensée critique contient des compétences critiques et de l'esprit critique. Mais ça, c'est vraiment pour aller dans le détail. C'est-à-dire que l'esprit critique, ce serait plutôt une question d'attitude, avoir un esprit qui est tourné vers la critique. Mais dans la vie de tous les jours, pensée critique, réflexion critique, esprit critique, on les utilise un petit peu comme des synonymes. Il y a aussi sens critique, qui est utilisé un petit peu différemment, qui est plus dans l'idée de juger une œuvre d'art, par exemple. Mais voilà. Mettons que dans ce cours, critical thinking, c'est esprit critique. Comme ça, on ne s'embrouille pas non plus l'esprit. C'est assez intéressant parce que cette définition ne dit rien de la finalité de la pensée critique. En gros, on sait que c'est ça, ça, ça. Mais pourquoi? Il ne nous dit rien là-dessus. Et puis, j'aime bien parce que Glasser nous dit, alors, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis quand il s'agit de créer un test d'esprit critique, il teste que ça. Donc, il ne va pas du tout tester les autres éléments. Je fais teste même juste une partie, parce qu'il y a écrit que c'est méthode de recherche plus raisonnement logique. Oui. Et donc, c'est même juste une sous-catégorie. Sous-catégorie de... Ouais, exactement. C'est que les compétences logiques, en fait. Bien vu, merci Florian. Je fais un bond dans le temps, parce qu'entre deux, il n'y a pas eu beaucoup de choses qui se sont faites sur la recherche de l'esprit critique. Et on arrive dans les années 70, 80, donc vous m'excuserez, mais 80, parce que je viens de Lausanne, donc je dis 80. Les années 80, il y a un boom de l'esprit critique aux États-Unis. C'est vraiment la grande période de l'esprit critique.
Dans le contexte historique, on a la guerre du Vietnam, ça fait 15 ans que les troupes sont au Vietnam. On sait hein, que le public estudiantin s'est beaucoup opposé à la guerre. Et puis, ils avaient comme ça cette impression que s'ils voulaient pouvoir argumenter contre la guerre, il fallait qu'ils soient mieux formés à l'argumentation. Et donc, ils se plaignaient à l'époque de ne pas être suffisamment formés à pouvoir débattre, en fait, de ces grandes questions sociétales. Et puis, encore une fois, on a une crise de l'éducation. En fait, l'éducation est très, très souvent en crise. Et puis, il y a vraiment dans les années 70 cette idée que, ça c'est Matthew Lipman, c'est un philosophe de la pédagogie, qui dit les étudiants, en sortant de l'école, they knew little or nothing worth knowing. Ils savent peu de choses et même le peu de choses qu'ils savent, ça vaut même pas la peine d'être su. Donc, il y a beaucoup de fonds qui sont alloués, notamment par le président Carter à l'époque, pour des recherches sur l'éducation, sur comment faire mieux. Donc, en fait, je rejoins un tout petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on a eu cette idée de l'éducation nouvelle et tout, et hop, on est dans les années 70, l'école est de nouveau en crise. On n'y arrive toujours pas, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui peine à s'implémenter. Donc ça, c'est une partie du contexte. Oui, allez-y. Hmm. 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 Ah oui, d'accord, ok, ouais, je comprends, effectivement. Non, je pense que, comme le disait Florian tout à l'heure, je pense que l'idée, elle continue à plaire. Et comme vous le disiez, en fait, quand on présente cette idée que les enfants, ils vont explorer, ils vont faire des hypothèses aussi, mais bien sûr que c'est ça qu'il faut faire. Mais le problème, c'est vraiment l'implémentation. Et du coup, ça me permet un commentaire, l'esprit critique, c'est trop bien, mais c'est l'implémentation. Et c'est toujours ça le problème, en fait. On est toujours dans ce même type de problème. Ça, c'était un contexte un petit peu plus sociétal, avec ce problème de la guerre au Vietnam. Et puis, il y a d'autres éléments de contexte, peut-être plus drôles ou pas, hein. C'est qu'il y a un énorme intérêt dans les années 70-80 pour le paranormal. Alors ça, vraiment, il y a le gros boom du paranormal. Il y a la naissance de la Parapsychological Association. C'est une organisation internationale de scientifiques et d'universitaires hein, qui étudie les phénomènes tels que la télépathie, la clairvoyance, la psychokinèse, la précognition. On sait également que pendant la guerre froide, que ce soit du côté de l'Amérique ou des Soviétiques, il y avait vraiment cet intérêt pour essayer de voir est-ce que les pouvoirs paranormaux peuvent nous permettre de gagner la guerre, en fait, par des systèmes de manipulation mentale, etc. C'était des vrais domaines de recherche. Et du coup, on avait la visibilité dans les médias. On voit moins, hein, j'ai l'impression, ces choses-là maintenant, mais dans les médias, il y avait beaucoup de personnalités comme ça, très extravagantes, qui venaient démontrer des dons. Alors, je ne sais pas si ça commence à dater, mais il y avait ce monsieur qui s'appelait Yuri Geller, qui allait voilà, je vois des hochements de tête. Il allait dans les médias, puis il montrait comment, avec la pensée, il arrivait à tordre des cuillères. Et puis alors, il était beaucoup invité à la télévision pour montrer ça. Et donc, il y a ce personnage très intéressant. Je vous invite à vous renseigner sur James Randi, qui était un grand magicien, un illusionniste à l'époque, qui a pris le parti de débunker, en fait, de montrer à quel point Yuri Geller était un arnaqueur, en fait, parce que lui, il allait aussi sur les plateaux, puis il faisait la même chose. Et il disait, mais en fait, quand on connaît le truc, c'est bon, en fait. Il n'y a pas besoin de magie, pas besoin de... Et donc, James Randi, ici sur la photo, a créé la James Randi Foundation for Education, aussi dans ces années-là, et il avait proposé un challenge d'1 million de dollars en 64, je crois. 1 million de dollars à quiconque saurait démontrer une compétence paranormale dans un contexte scientifique. Vraiment, si la personne venait dans leurs locaux et pouvait démontrer quelque chose que la science ne pouvait pas expliquer, alors ils s'engageaient à lui donner 1 million de dollars. Le test a eu lieu, enfin le concours a eu lieu jusqu'en 2015. Il y a plus d'1 millier de personnes qui se sont prêtées au test et personne ne l'a remporté. Je vous laisse en tirer les conclusions qui s'imposent. James Randi, R-A-N-D-I. Et il y a un documentaire sur sa vie sur les plateformes de streaming. Je vous invite à aller vous renseigner parce que c'est un personnage très intéressant à connaître. Et quand on fait de l'esprit critique, on aime bien se renseigner sur James Randi. Et du coup, je fais une petite parenthèse. Il a fait une conférence TED dans laquelle il s'attaque assez frontalement justement aux charlatans, aux personnes qui prétendent pouvoir contacter des défunts. Et il dit à quel point c'est pas juste du folklore, en fait, c'est quelque chose de grave parce qu'on arnaque les gens. Enfin bref, je vous invite à vous renseigner sur cette personnalité-là. Et donc, dans ce groupe, dans ce boom de l'esprit critique, il y a beaucoup de choses qui se font
dans la recherche sur le critical thinking. Et donc, on va voir ce qui se passe en philosophie, on va voir ce qui se passe en argumentation, et on va voir ce qui se passe en psychologie. Et donc, en philosophie, on a The Group of Five. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est un philosophe qui s'appelle Johnson, qui a décidé d'appeler les grands philosophes de l'esprit critique The Group of Five. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai bien aimé, ça faisait un peu boys band, alors j'ai gardé. Ils n'ont jamais bossé les uns avec les autres, mais c'est des grands noms du courant de l'esprit critique aux USA. Donc, c'est tous des Américains. On a d'abord John McPeak, donc philosophe de la pédagogie, qui propose cette définition. Donc, on avait déjà celle de John Dewey, on avait celle de Glasser dans sa thèse, et puis maintenant, on a celle de John McPeak, qui dit « c'est une propension et une compétence à s'engager dans une activité avec un scepticisme réfléchi ». Alors, c'est la première fois qu'on a ce terme de scepticisme qui apparaît dans l'idée d'esprit critique. C'est intéressant, c'est un scepticisme réfléchi, donc pas du tout un scepticisme... Comment définirais-tu un scepticisme? Il y a le bon et le mauvais Il y a le scepticisme. bon et le mauvais scepticisme, absolument, tout à fait. Et du coup, McPeak, il va avoir une position qui n'est pas la plus... Enfin, il y a des débats, en fait, dans l'esprit critique, de dire, en fait, l'esprit critique n'est qu'une forme de la rationalité. C'est pas la rationalité en soi, c'est une forme de la rationalité. Et puis surtout, il va dire que c'est pas une série de compétences généralisables. Ça sert à rien de faire des cours d'esprit critique parce que faire preuve d'esprit critique en sciences, c'est pas du tout la même chose que faire preuve d'esprit critique en histoire. C'est pas la même chose que faire preuve d'esprit critique en littérature. C'est le point de vue de McPeak. On peut ne pas être d'accord, mais voilà, c'est son point de vue à lui. Il va dire qu'effectivement, c'est des propensions et compétences. Donc, on a de nouveau cette idée de compétences et dispositions. Par contre, il ne parle pas des connaissances. Ensuite, on a Robert Ennis. Robert Ennis, c'est un des auteurs les plus prolifiques sur la question de l'esprit critique. Il a écrit 18 articles et bouquins sur l'esprit critique. Il a proposé une première définition en 62, puis il n'était pas du tout content avec sa définition, donc il en a changé. Et il en a proposé une autre en 87, et c'est la définition la plus populaire dans la littérature sur l'esprit critique. Souvent, quand on fait des recherches sur l'esprit critique, on tourne de toute façon sur la définition de Ennis. Et pour ma part, c'est pas une définition que j'aime particulièrement, mais on pourra la critiquer ensemble. Il dit « La pensée critique est une pensée raisonnable et réfléchie qui vise à décider ce qu'il faut croire ou faire. » Donc, c'est la première fois que l'esprit critique est vu comme un processus décisionnel. Et c'est vraiment pas rien, parce qu'il va dire c'est quand on décide sur la base de raison et de réflexion ce qu'il faut croire ou faire. Donc, il y a cette double finalité qui est une finalité doxastique, je décide ce qu'il faut croire, mais une finalité pratique, je décide ce qu'il faut faire. Et en même temps, on ne sait pas si... Ouais. Pardon, mais qui disent, par là, je comprends, c'est une finalité. Mais La finalité. C'est parce que fait l'esprit critique, c'est ce qu'elles disent. C'est juste, vous avez raison, vous avez raison, il faut être précis. Effectivement, la pensée critique qui est raisonnable et réfléchie a pour finalité, effectivement, vous avez raison, cette décision de ce qu'il faut croire ou faire. Mais la critique reste la même. Est-ce que chaque fois que j'ai une réflexion visant à décider ce qu'il faut faire, parce qu'on ne sait pas exactement quel est le lien entre les deux. Est-ce que c'est croire puis agir sur la base de ma croyance? Est-ce qu'il y a un agir épistémique quelque part? Ou est-ce que je peux faire soit l'un soit l'autre? Et en ce sens, à chaque fois que j'ai une pensée raisonnable et réfléchie visant à décider ce que je fais, ce matin, de manière raisonnée et réfléchie, j'ai décidé de porter ça. Est-ce que j'ai fait preuve d'esprit critique à ce moment-là? C'est un petit peu, cette double finalité, elle peut être problématique. Et puis surtout, à partir du moment où on dit que la finalité de l'esprit critique, c'est une décision, ça l'inscrit forcément dans un volontarisme doxastique qui entend que on décide de ce qu'on croit. Et ça, c'est pas si courant en philosophie, parce que là, quand je vous raconte des trucs sur l'esprit critique, vous me croyez, parce que vous dites que j'ai l'air de savoir de plus ou moins de quoi je parle, et puis on est dans un contexte universitaire, et puis Florian est peut-être garant de ce que je raconte, parce que c'est mon directeur de thèse, mais vous ne dites pas je décide de vous croire. Vous me croyez. Et souvent, les croyances, la plupart du temps, nos croyances, on les a. On y croit, on n'y croit pas. On en hérite souvent. Mais c'est rarement un processus décisionnel. Donc là, c'est un parti pris très fort philosophiquement de se dire qu'en fait, une partie de nos croyances, je ne pense pas qu'Ennis serait partisan d'un volontarisme doxastique universel, de dire que toute décision, toute croyance est un processus de décision, mais je pense que une partie, en tout cas pour lui, une partie de nos croyances sont dues à une forme de décision. Et si c'est le cas,
ça veut dire que nous sommes en contrôle de nos croyances et que donc on peut être blâmé pour celles-ci. Et donc vous voyez qu'il y a un enjeu éthique important à cette définition, et on aura évidemment l'occasion d'en reparler dans d'autres cours, notamment celui sur l'épistémologie des vertus. Pour Ennis, en revanche, il est très clair là-dessus. Il n'y a pas de distinction entre être rationnel et faire preuve d'esprit critique. C'est la même chose. À chaque fois que quelqu'un est rationnel, il fait preuve d'esprit critique. À chaque fois que quelqu'un fait preuve d'esprit critique, il est rationnel. Vous laissez réfléchir. Ensuite, on a Matthew Lipman. Matthew Lipman, c'est un philosophe de la pédagogie. On l'a cité tout à l'heure quand il disait que les étudiants ne savaient pas grand-chose. Je vous invite à vous intéresser à Matthew Lipman si vous êtes intéressé à la philosophie apprise aux enfants. Il a écrit pas mal sur ces choses-là. Et Matthew Lipman, il a cette définition que je trouve très intéressante. Il dit « La pensée critique est une pensée habile, déjà intéressant, habile et responsable, qui facilite le bon jugement parce que A, elle s'appuie sur des critères, B, elle s'auto-corrige et C, elle est sensible au contexte. » Donc c'est assez intéressant de se dire que cette pensée responsable, hein, c'est que vous croyez quelque chose, et bien vous en portez la responsabilité. Elle facilite un bon jugement. Donc là, encore une fois, on a la finalité. Il s'agit de juger et puis de juger plutôt de manière correcte. Et pour ça, on utilise des critères. Alors le problème, ça va être, mais quels critères? Et c'est là qu'on va être pas d'accord. Mais donc, on va utiliser des critères. Et je pense que cette idée d'esprit critique, c'est vraiment cette idée de reposer sur des critères. Elle s'autocorrige. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'on a quelque chose de l'ordre de la métacognition. Aujourd'hui, on appelle ça la métacognition. À l'époque de Lippmann, on n'aurait pas dit ça, mais enfin, je ne sais pas, en vrai, les années 80, ouais, j'ai un petit doute. La métacognition, c'est je sais comment fonctionnent mes processus de pensée. Et donc, je me regarde faire, en gros. Je forme mes jugements, puis je me regarde faire, et au pire même, je m'autocorrige. C'est-à-dire que si je suis en train de faire les choses n'importe comment, je peux m'autocorriger, j'ai une flexibilité intellectuelle, on en parlera. Et puis, cette idée de sensibilité au contexte, elle me semble absolument primordiale et pas suffisamment mise en avant dans certaines définitions. Matthew Lipman, il est vraiment pour l'idée de dire que l'esprit critique est social. Il va promouvoir dans ses livres la création de communautés d'enquête, notamment avec les enfants, pour pratiquer l'esprit critique en groupe, ce qui n'est pas toujours le cas chez les philosophes. Ensuite, on a Harvey Siegel. Harvey Siegel, il a une définition toute simple, toute petite comme ça. Évidemment, il en dit plus dans son bouquin, mais il dit un penseur critique. Alors lui, il ne définit pas la pensée critique, il définit le penseur critique. Donc un penseur critique ou une penseuse critique, c'est celui qui est sensible aux raisons de manière appropriée. Là, vous êtes tous des penseurs critiques. Vous êtes tellement sensibles aux raisons de manière appropriée. Harvey Siegel, c'est aussi un penseur qui, comme Ennis, ne va pas forcément proposer de distinction entre rationalité et esprit critique. Et puis, lui, il va avoir non seulement toute une théorie sur les vertus épistémiques qui se trouvent dans l'esprit critique, donc ça, on aura l'occasion d'en reparler, puis il voit vraiment une portée politique à l'esprit critique. Donc, c'est une pensée qui est évidemment individuelle, mais qui sert la communauté. Il va dire, si le citoyen démocratique n'a pas l'esprit critique, sa capacité de contribuer utilement à la vie publique est considérablement réduite. Donc voilà, la portée, elle est politique, comme c'était déjà le cas chez Dewey quand il écrivait Démocratie et éducation. Si la vision de Harvey Siegel vous a convaincu, n'hésitez pas à venir à mon symposium du 7 juin parce qu'il fait partie des invités. Il nous fait le plaisir de venir depuis Miami et je trouve ça vraiment chouette d'avoir la possibilité d'avoir quelqu'un qui a participé à ce boom de l'esprit critique dans les années 70-80. Il nous fera le plaisir d'être là. Donc si vous avez envie d'échanger avec lui, venez. Je fais un petit moment d'autopromotion. Ensuite, on a Richard Paul, et Richard Paul, il vit encore également et il a une fondation pour l'esprit critique en Californie, qui est encore très active, qui fait beaucoup de conférences, de choses qui coûtent très cher, mais qui publie énormément de choses, c'est très actif au niveau de l'esprit critique, Richard Paul. Et lui va dire, la pensée critique est une réflexion disciplinée et autodirigée, qui illustre la perfection de la pensée, appropriée à un certain mode ou un certain domaine de pensée. Donc, une définition assez exigeante, hein, la perfection de la pensée. Et cette idée de pensée autodirigée, donc elle est disciplinée, c'est intéressant déjà ce terme, et elle est autodirigée. C'est-à-dire qu'il faut déjà se regarder penser
avant de se dire qu'on juge le monde extérieur. Et cette idée d'autodirection de la pensée, elle me permet d'amener ma définition préférée de l'esprit critique, qui est celle aussi de Richard Paul, qui va proposer 3 ans plus tard, en 95, qui est Thinking about your thinking while you are thinking to make your thinking better. C'est ma préférée. Penser, comment tu l'avais formulé? Penser à sa propre pensée pendant qu'on pense pour améliorer sa pensée, quelque chose comme ça. Ouais. Pour perfectionner ça. Pour perfectionner, comme ça on a tous les pensées pour perfectionner sa pensée, bien vu. Et donc là, effectivement, on voit cette idée de réflexion sur soi-même. Quand il parle de perfection de la pensée, il s'agit de se regarder faire et de bien penser. Donc ça, c'était les philosophes. Évidemment, je ne vais pas citer tous les philosophes, mais il y en a déjà pas mal. Et on voit que ça commence à se diversifier. Tout le monde n'est pas forcément d'accord. Et puis, on commence à avoir des tas de définitions. Et puis, il y a les sciences de l'argumentation qui arrivent comme ça et puis qui font émerger le mouvement de la logique informelle. Alors, la logique informelle, c'est le constat que la logique formelle, ce qu'on a fait ensemble tout à l'heure, de voir les inférences, les déductions, les trucs, les machins, ça ne fonctionne pas comme ça dans la vie de tous les jours. On ne pense pas comme ça, on n'argumente pas comme ça dans la vie de tous les jours. Il y a beaucoup de choses dans l'interaction qui ne fonctionnent pas comme ça. Donc, il y a cette logique informelle qui émerge et c'est dans le cadre de la logique informelle, souvent, qu'est traitée cette question de l'esprit critique. Je ne sais pas si tu parleras de logique informelle dans son cours absolument. Donc, venez au cours 5 parce que ce sera le sujet du cours, ce sera esprit critique et argumentation. Et donc, on a des grandes figures comme ça qui voient vraiment l'esprit critique comme des capacités argumentatives. On s'éloigne un tout petit peu de la vision scientifique de Dewey. Pour eux, c'est vraiment les capacités argumentatives. Ça, c'est très... on trouve ça beaucoup chez les philosophes canadiens. Ralph Johnson, J. Anthony Blair, Douglas Walton, qui est un grand nom de l'argumentation, si ça vous intéresse, qui a aussi publié sur l'esprit critique. Et puis, on a encore beaucoup de choses autour de cette logique informelle, notamment aujourd'hui aux Pays-Bas, toujours de la recherche sur argumentation, esprit critique, Van Emeren étant un des grands noms. Est-ce que je donne juste un exemple Bien sûr. de la logique informelle? Avec plaisir. Par exemple, tout à l'heure, il y avait ce débat sur est-ce que finalement il y a une différence entre ce qui est probablement vrai et donné insuffisant. Peut-être typiquement déjà, si c'est en logique formelle, il n'y a pas de distinction entre les deux. Donné insuffisant, c'est insuffisant. Soit c'est certainement vrai, soit c'est insuffisant. Donc, par exemple, l'idée, c'est que dans la logique formelle, un bon argument, c'est un argument où si les prémices, si les points de départ sont vrais, la conclusion est forcément vraie. Donc, c'est par exemple, vous savez, Socrate est un homme, tous les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel. Mais l'idée, c'est qu'en fait, la plupart des raisonnements qu'on fait dans la vie de tous les jours, ils ne correspondent pas à ce modèle. Ils correspondent à des cas où la conclusion est probable, mais pas évidente. Donc, par exemple, un cas de jugement informel, c'est si vous rentrez chez vous et que vous voyez que la moitié des meubles ont disparu, vous allez faire l'inférence selon laquelle vous avez été cambriolé. Mais ce n'est pas une inférence qui est détectivement logique, dans le sens où il y a plusieurs possibilités qui sont... Peut-être que c'est quelqu'un qui vous fait une blague, peut-être que c'est une émission télé, mais ça paraît un raisonnement qui est pas valide au sens logiquement valide, mais un sens, ça paraît un bon argument, une bonne inférence quand même, quoi. Donc c'est à ça que s'intéresse la logique informelle, entre autres, c'est les inférences dans lesquelles on tire une conclusion d'observation, de prémisse. Il n'y a pas de lien de nécessité entre le point de départ et la conclusion, mais ça semble quand même super rationnel de tirer cette conclusion. Il y avait une question? Ouais. C'est un raisonnement abductif. Ouais, ça c'est un raisonnement abductif. Oui, c'est un peu le raisonnement pour bon sens. Ouais, mais un raisonnement abductif, c'est un raisonnement qui ne tombe pas dans le cadre de la logique formelle. La logique formelle se limite au déductif, en fait. Donc voilà, si par exemple on pense que le raisonnement abductif, c'est quand on part d'une observation et on en conclut à la meilleure explication possible. C'est par exemple, je vois de la fumée, donc il y a du feu, par exemple. Ces choses-là, elles ne rentrent pas dans le cadre de la logique formelle, mais ça paraît quand même le type de raisonnement même plus important, parce que Socrate est un homme, tous les hommes sont mortels. On s'en fiche un peu, mais par exemple, je veux dire, voilà, j'ai entendu quelqu'un klaxonner, c'est peut-être qu'il y a une voiture qui est en train de me foncer dessus, il ne faut pas que je traverse la rue. C'est peut-être plus important, mais tous ces raisonnements-là, ils font partie de la logique informelle. Est-ce que ça va? Ouais. Merci beaucoup. Et donc, il existe encore aujourd'hui une association for Logic Informal et Critical Thinking qui publie pas mal de choses sur ce mouvement. Donc, c'est un mouvement qui est encore très actif, qui existe encore, qui est très, très vif. Et ensuite, il y a la psychologie cognitive qui se dit, moi aussi, j'ai envie de faire de l'esprit critique. Et donc, la psychologie, et c'est logique parce qu'on est vraiment sur comment fonctionne la pensée, comment est-ce qu'on fait forcément que les psychologues ont leur mot à dire. Et donc, il y a quelque chose qui va beaucoup alimenter ce débat sur l'esprit critique, c'est la théorie des heuristiques et des biais cognitifs.
Kahneman, Tversky, Stanovic également. Ça, c'est des noms dont vous entendrez parler dans le cours 4. Vous voulez que je fais de la promotion, comme ça vous revenez. Donc ça, on va en parler. Florian en parlera dans le cours 4. Et puis là, les psychologues commencent à écrire sur des bouquins sur l'esprit critique, au même titre que les philosophes. Et puis, ils proposent eux aussi leur définition. Et vous allez voir que là, on prend un peu un tournant. Robert Sternberg, il va dire, ce sont les processus mentaux, les stratégies, les représentations que les gens utilisent pour résoudre des problèmes, prendre des décisions et apprendre de nouveaux concepts. Donc en fait, là, vous êtes en train d'apprendre ce nouveau concept d'esprit critique. Vous êtes en train de faire preuve d'esprit critique parce que vous utilisez tous ces processus mentaux pour pouvoir apprendre de nouveaux concepts. Et à chaque fois que vous résolvez un problème, mettons, je trouve pas mes clés, ou oh non, la porte est fermée, j'ai pas de clé, comment va-t-on faire? Alors, il y Eh a bien, pas de chaise dans la salle. il n'y a pas assez de chaises dans la salle. Eh bien, tout à l'heure, Florian était un bon exemple de penseur critique parce qu'il nous a trouvé une solution. Et merci. J'ai rien fait, moi. C'est vrai. Et donc, ça commence à être. Alors, on trouvait ça déjà chez les philosophes, je ne vais pas jeter la pierre aux psychologues. On trouvait ça déjà chez les philosophes, cette idée que, on a besoin d'esprit critique pour résoudre des problèmes. Et très vite, ça devient, à chaque fois que je résous un problème, je fais preuve d'esprit critique. Et on verra ensemble comment ça commence à être un petit peu tentaculaire, ce terme d'esprit critique. Et puis, je vais citer Joan Curtis, tout simplement parce que, enfin, il y a une femme qui apparaît dans la recherche sur l'esprit critique, ça fait plaisir. Et donc, cette femme dit, cette psychologue dit une enquête dont le but est d'explorer une situation, un phénomène, une question ou un problème, afin de parvenir à une hypothèse ou à une conclusion à son propos qui intègre toutes les informations disponibles et qui peut donc être justifiée de manière convaincante. Alors là, encore une fois, on avait déjà tout à l'heure l'idée de la perfection. Là, c'est aussi relativement exigeant comme définition parce qu'il s'agit de vraiment prendre en compte toutes les informations disponibles. Et une fois que vous avez tout vu, tout lu, tout compris, eh bien, vous pouvez arriver à une conclusion qui sera justifiée de manière convaincante. Et puis, je termine sur le fait, mais l'histoire continue, vous inquiétez pas, il y a encore d'autres choses dans le mouvement de la psychologie en esprit critique. Simplement, à un moment donné, on se rend compte qu'il se passe beaucoup trop de trucs avec cet esprit critique et tout le monde écrit des livres sur l'esprit critique et tout le monde propose des manuels, utiliser mon manuel pour faire l'esprit critique avec les enfants et tout le monde écrit un manuel et puis les tests se multiplient. Et donc, il y a ce philosophe qui s'appelle Benjamin Hamby qui dit qu'on a des libri ad nauseam, des livres jusqu'à la nausée. Faites simplement une recherche avec Critical Thinking sur un site de vente, pour ne pas le citer, Amazon. Il y a des milliers de ressources qui sortent. Un peu moins en français avec Esprit Critique, mais un peu le même combat. Et donc, les tests se multiplient également. Tout à l'heure, on a passé ensemble le Watson-Glasser Critical Thinking Assessment, mais on a le test de Cornell, on a le test d'Ennis, le philosophe, Robert Ennis, qui s'est associé à des psychologues pour faire aussi un test. On a le test californien, on a le test des dispositions, donc celui qui ne teste pas les compétences, mais plutôt les dispositions. On a le test de Diane Alpern, on parlera plus tard de Diane Alpern, le grand nom de la psychologie sur l'esprit critique. On a le test international de l'esprit critique. Et en fait, on se demandait, mais en fait, tous ces tests, toutes ces méthodes, tous ces trucs, est-ce que vraiment ça teste la même chose? Enfin, c'est vraiment, on sent un enthousiasme et on peut saluer l'enthousiasme, mais est-ce que vraiment c'est nécessaire d'avoir autant d'éléments? Et donc, dans les années 90, tout début des années 90, il y a l'association, l'American Philosophical Association, qui va dire maintenant, ça suffit. Maintenant, arrêtez de partir dans tous les sens. Il y a vraiment trop d'approches, il y a vraiment trop d'enseignements, il y a vraiment trop de tests. Donc, cette American Philosophical Association, qui existe encore, elle charge le philosophe Peter Faccione de réunir 46 spécialistes pour élaborer une synthèse de l'esprit critique. Donc, on va avoir des philosophes, il y aura Robert Ennis, il y aura Matthew Lipman, Richard Paul, etc., des chercheurs en sciences sociales, des scientifiques, etc., et puis, l'idée, c'est vraiment de faire une synthèse de ce qu'on sait et puis d'arriver à un consensus. Vraiment, c'est leur job, c'est d'arriver à un consensus. Et du coup, ils utilisent la méthode Delphi. Et d'ailleurs, le rapport s'appellera le rapport Delphi. Cette méthode Delphi, c'est chacun partage son point de vue de manière anonyme. Les 46, on va tous donner notre définition de l'esprit critique et on met tout ça ensemble et on essaie de voir les points où on est d'accord. Et on refait un tour, et on refait un tour, et on refait un tour, jusqu'à ce qu'on arrive plus ou moins à une vision où tout le monde est d'accord.
Et donc, ils ont publié cet élément qui s'appelle Critical Thinking, a Statement of Expert Consensus for Purpose and Educational Assessment and Instruction. Et donc, l'idée, c'est vraiment de dire, bah voilà, on arrive à quelque chose qui fait consensus pour l'enseignement et pour le test d'esprit critique. Et je sais pas, est-ce qu'on garde ça pour la semaine prochaine? Non, vas-y, vas-y. Bon, je vous le pose là. En fait, voilà la définition auquel ils sont arrivés. Tada! Ça tient en 14 lignes et je vous en ferai l'analyse la semaine prochaine si vous voulez bien revenir. Donc, merci beaucoup pour votre attention et puis à la semaine prochaine. Merci.